ce webinaire sur les normes et les désinfectants. Alors, je vous propose qu'on commence. Quelques règles avant de commencer. Donc, bien veiller à laisser vos micros et vos caméras désactivés pendant la présentation. Et un temps sera réservé aux questions. Ce webinaire est enregistré. Je viens de lancer l'enregistrement. Donc, vous aurez la possibilité de le réécouter ou de le communiquer. On vous transmettra un lien dans un second temps. Alors, au programme de ce webinaire, une présentation en 3 parties. La première qui sera animée par Charlotte Moreau, praticien hygiéniste au sein du CEPIA Sarah, qui va nous rappeler ce qu'est un biocide et nous parlera également de la formation Certibiocide. Dans un second temps, Christine Barreto interviendra, donc, qui est praticien hygiéniste au sein d'une UHE des Hospices civils de Lyon et nous présentera la norme EN 14885 de juillet 2022 sur les antiseptiques et les désinfectants chimiques. Et enfin, pour terminer, avec Karen Van Kotsem, cadre hygiéniste au CEPIAS à Auvergne-Rhône-Alpes, nous présenterons la fiche repère sur les normes et désinfectants et que nous illustrerons par des cas concrets. Donc, chaque partie sera suivie d'un temps de questions que vous pouvez également poser dans la conversation. On tentera d'y répondre et les réponses qui resteront sans... Non, pour lesquelles Pardon, excusez-moi. Les réponses auxquelles on n'apportera pas de réponse seront traitées dans une foire aux questions que vous retrouverez sur le site avec le lien du replay du webinaire. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Charlotte Moreau. Je te laisse la main pour le partage d'écran. Ça marche. C'est bon, vous voyez l'écran là? Oui. Oui, super. Bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Moreau, je suis pharmacien hygiéniste donc, au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, donc, on va discuter ensemble des produits biocides, dont les produits désinfectants et de la réglementation Certibiocide, dont vous avez certainement dû entendre parler depuis quelques mois. Hop. Tout d'abord, donc quelques définitions par rapport au biocide. Une substance biocide, en fait, ça va être une substance chimique ou biologique qui va avoir pour objectif de détruire soit des organismes, soit des micro-organismes, ou à en prévenir l'action ou les combattre donc, par cette action chimique ou biologique. Ces substances chimiques, elles vont être dans un produit qu'on va appeler un produit biocide. Et dans ce produit biocide, donc non seulement il y aura la substance biocide qui aura l'action dont on cherche, et il y aura d'autres formulants ou d'autres excipients qui permettront d'avoir en fait un produit fini. Donc des substances odorantes ou ce genre de choses autres que des substances biocides. Donc les biocides, en fait, ils vont être regroupés selon une réglementation européenne en 4 groupes. C'est ce qu'on appelle des types de produits. Et dans ces 4 groupes, vous trouverez au total 22 types de produits biocides. Donc pour les prochaines diapositives, on les appellera TP. Donc TP1, c'est type de produit biocide 1. Voilà. Je vais vous montrer ces différents types juste après. Donc le premier groupe, il va regrouper en fait tous les produits biocides de type désinfectant. Donc c'est les TP1 à 5. Donc tout ce qui va être hygiène des mains, les produits vétérinaires, mais ça je vais vous le détailler juste après. Le groupe 2, ce sont des produits de protection, donc ce sont les TP6 à 13. Ce sont des produits en fait qui vont être utilisés pour, par exemple, protéger du bois ou protéger pendant un stockage. Donc ça ne vous concerne pas directement. Le groupe 3, ce sont des produits de lutte contre les nuisibles, donc TP14 à TP20. Vous pouvez trouver les vermicides, les avicides, des rodenticides aussi. Mais ça, c'est pareil, ce sont des produits que vous n'allez pas utiliser au quotidien. Et enfin, le groupe 4 avec donc les autres produits biocides, donc TP21 et TP22. Là, ce sont des produits type produits d'embaumement ou anti-salissure.
Donc, comme je vous le disais, en tant qu'hygiéniste, vous allez plutôt utiliser et voir au quotidien les produits biocides du groupe 1, donc tout ce qui est désinfectant de type TP1 à TP5. Donc tout d'abord, les TP1, ça va être des produits en fait qui vont permettre la désinfection de la peau humaine. Donc ça va être plutôt dédié à l'hygiène humaine. Ensuite, vous avez les TP2 qui sont des produits biocides qui ne vont pas être destinés à être appliqués chez l'homme ou chez l'animal, sur des êtres vivants directement, mais plutôt sur des surfaces ou sur l'environnement. Donc tout ce qui permettra la désinfection des équipements, du mobilier, de l'eau, de l'air, du sol, etc. Ensuite, vous avez les types de produits 3, donc TP3, qui vont concerner plutôt l'hygiène vétérinaire, donc corporelle ou buccale, des animaux. Les TP4, qui sont des produits qui vont être destinés pour les surfaces, mais à la différence du TP2, c'est que ces surfaces vont être en contact avec en fait des aliments ou des denrées alimentaires, et donc c'est pour ça qu'on les distingue des TP2. Donc ça va être pour de la désinfection de matériel de cuisine, d'ustensiles, de surfaces et autres surfaces utilisées pour la production notamment. Et enfin, les types de produits 5 qui vont être utilisés en fait pour la désinfection de l'eau potable. Donc ça, ce sont les 5 produits du groupe 1 désinfectant que vous pouvez voir, vous, au quotidien dans votre pratique. Quelques points de réglementation concernant ces produits biocides. En fait, il va y avoir une agence européenne donc, qui s'appelle l'Agence européenne des produits chimiques, ou de son petit acronyme ECHA ou ECHA. Donc voici le logo et le site internet. En fait, cette agence, elle va permettre de faire appliquer en fait la législation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'un règlement européen. Et donc, cette agence, elle va faire en sorte que ce règlement européen soit appliqué par rapport aux produits chimiques et aux produits biocides. Cette agence va également fournir des avis pour l'élaboration et l'adoption de mesures. Elle va également collaborer en fait avec les États membres de l'Union, ainsi qu'avec des organisations internationales pour essayer de discuter de cette législation et dans le but final en fait de protéger l'environnement et la santé humaine. Cette agence va également fournir des outils à l'industriel afin que ceux-ci puissent répondre au mieux en fait, à leurs obligations et à la réglementation qui est en vigueur. Et in fine, en fait, cette agence va permettre de garantir des informations fiables et objectives à destination du public et des parties intéressées par ces produits-là. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de règlements européens. Je vais vous parler d'un premier règlement qui s'appelle REACH, donc REACH, pour enregistrement, autorisation des produits chimiques, en gros. Et ce règlement, en fait, il va concerner plutôt les substances chimiques dans leur fabrication et dans leur utilisation. Et ce règlement va avoir pour but de protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques en fait chimiques liés à ces substances et à ces produits. Et donc, en fait, cette réglementation, elle s'applique à toutes les substances chimiques, que ce soit des substances chimiques utilisées dans des processus industriels ou dans des produits qui sont d'utilisation plutôt quotidienne à domicile. Donc ça, c'est le premier règlement qui date de 2006. Le second règlement, il s'appelle RPB, donc Règlement des produits biocides, ou BPR selon l'acronyme anglais. C'est un règlement qui date de 2012 et qui, lui, va plutôt concerner en fait les autorisations de mise sur le marché des produits. Donc, les autorisations sur le marché et aussi l'utilisation de ces produits. Le but également de ce règlement, ça va être en fait d'améliorer le fonctionnement du marché des produits biocides, tout en garantissant finalement un niveau de sécurité par rapport aux risques chimiques pour la santé et la santé humaine, animale et l'environnement. Donc ça, c'était quelques points de réglementation au niveau européen. Concernant le niveau national, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, qui va plutôt avoir ce rôle d'évaluation et de validation des autorisations de mise sur le marché.
Donc, tout d'abord, en fait, cette agence, elle va évaluer les dangers, les risques, mais également l'efficacité des substances biocides et des produits biocides. L'ANSES, en fait, ne va regarder les dossiers que des industriels qui vont demander une autorisation de mise sur le marché pour la France. Donc là, on est vraiment au niveau national. L'ANSES ne regardera pas d'autres dossiers en dehors de ceux soumis en France. Donc l'ANSES, en fait, va faire une instruction du dossier de demande en regardant donc les risques pour l'homme, pour l'environnement. Donc tout ça, ils vont le regarder à l'aide de dossiers complétés par les industriels dans lesquels il y aura en fait les usages revendiqués et les propriétés physico-chimiques, toxicité des substances et de l'exposition lors de l'utilisation du produit. Et comme je vous le disais juste avant, donc on évalue les dangers et les risques, mais on évalue également l'efficacité de ces produits au niveau national, donc par l'ANSES. Pour résumer un peu ce que je viens de vous dire, donc ça c'est un schéma que j'ai trouvé sur le site du gouvernement de l'écologie. Au niveau européen, vous avez l'ECHA ou l'ECA et la Commission européenne qui vont donc recueillir les dossiers des demandeurs, donc des industriels, qui transmettront en fait cette demande sur une plateforme internet, donc que vous voyez en bas là en jaune. Et donc, une fois que ces dossiers seront arrivés au niveau européen, ils vont être regardés par rapport à la législation européenne. Et ensuite, ils seront transmis aux agences nationales, donc en France, l'ANSES, et l'ANSES évaluera le dossier et délivrera ou pas une autorisation de mise sur le marché pour l'utilisation de ce produit au niveau national. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ANSES ou du gouvernement, c'est très très bien décrit. Avant de pouvoir valider une commande de biocides ou de même de les utiliser, il va y avoir 2 étapes importantes. La première, ça va être en fait de vérifier que le produit biocide que vous allez valider dans un appel d'offres ou autre possède bien une autorisation de mise sur le marché. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site Biocide, dont voici l'adresse en bleu là, et vous allez en fait tout simplement taper en fait le nom du produit que vous cherchez et vous allez avoir en fait une liste avec donc le statut réglementaire, la date de soumission et le statut de l'AMM. Si c'est marqué actif, c'est que le statut de l'AMM est en cours. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez en fait consulter ces autorisations de mise sur le marché. Je ne sais pas si vous voyez à droite toute, il y a voir, une colonne où il y a voir, et en fait vous pouvez cliquer sur le petit œil et vous avez en fait l'autorisation de mise sur marché qui s'affiche, et donc vous pouvez la consulter gratuitement en fait sur ce site Biocide. La deuxième étape, donc vous avez vérifié que l'AMM est présente. La deuxième étape, ça va être de vérifier l'efficacité des produits, donc à l'aide des normes que vous connaissez, notamment la 14885 et toutes celles qui en découlent. Ça, c'est Christine Barreto qui vous expliquera plus ce détail. Mais voilà, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut 2 étapes, vérifier l'AMM et ensuite vérifier l'efficacité des produits avant de pouvoir valider une commande ou d'acheter un produit. Il y a une chose à savoir, c'est que pour certains types de produits, donc type désinfectant des dispositifs médicaux spécifiques, vous ne retrouverez pas le produit sur le site Biocide parce que comme il s'agit d'un désinfectant de DM, c'est considéré comme un DM et donc c'est l'ANSM en fait qui sera l'autorité compétente pour autoriser ou non ce produit sur le marché. Donc c'est pour ça que vous ne retrouverez pas, par exemple, des produits spécifiques de désinfection de DM sur le site Biocide. Ce qui est important par contre à vérifier quand on a un désinfectant de DM, donc certes il faut vérifier aussi l'efficacité du produit, hein, ça n'empêche pas. Par contre le marquage CE lui est à vérifier. Donc ça c'est à la place de l'autorisation biocide, il faudra vérifier l'autorisation de mise sur le marché via la NSM et l'obtention du marquage CE avant de pouvoir utiliser le produit.
Maintenant, un petit point sur donc le décret Certibiocide, dont vous avez dû entendre parler. Pour un petit point historique, c'est un décret en fait qui existe depuis un certain temps, donc depuis le 9 octobre 2013. Et en fait, c'est un décret qui concernait initialement les produits biocides de type 8, 14, 15, 18 et 23. Pour ceux qui ont retenu et qui ne dorment pas, vous avez peut-être vu, là j'ai parlé du type de produit 23, alors que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y en avait 22. En fait, ce décret est sorti comment dire, avant l'application réelle du règlement RPB. Et donc, en fait, avant, en France, il existait 23 types de produits, mais aujourd'hui, on en a bien 22. Donc ça, c'est purement historique et ça correspond au passé de la réglementation française. L'objectif du certibiocide, en fait, ça va être de créer un certificat individuel, donc c'est vraiment personnel, obligatoire pour en fait reconnaître les compétences d'un professionnel par rapport à des produits biocides. Et vous allez me dire pourquoi avant on avait ces TP-là et pourquoi aujourd'hui on est concerné par ce décret. Et l'évolution en fait c'est que en 2020 vous avez été confronté à la crise sanitaire de Covid-19 et il y a eu une augmentation assez conséquente de l'utilisation des produits biocides et aussi une augmentation de ce marché. Vous avez à peu près dans le même temps le 4e plan national santé-environnement qui, lui, en fait, va mentionner l'environnement et donc les risques chimiques liés aux produits. Et donc ces deux éléments couplés, en fait, ont amené en fait une modification du décret, donc du 23 janvier 2023, pardon, qui mentionnait en fait, qui élargissait la formation certibiocide à d'autres types de produits. Et donc, à partir du 1er janvier 2024, il y a 3 formations qui existent pour le certibiocide. Le certibiocide désinfectant qui concerne le TP2, 3 et 4. Le certibiocide nuisible qui concerne le TP 14, 18 et 20. Et le certibiocide autres produits qui concerne le TP 8, 15 et 21. Aujourd'hui, en fait, ce certibiocide doit être effectué et validé avant le 1er janvier 2025. Je vous ai écrit ça, mais dans les petits papiers, il y a un décret actuellement qui est en cours afin de décaler cette obligation au 1er janvier 2026. Mais on reviendra vers vous parce qu'on n'a pas officiellement encore le texte, mais on a cette info qu'il est en train en fait, d'être rédigé et validé. L'objectif en fait de ce certibiocide, ça va être en fait d'harmoniser la formation et de s'assurer en fait que tous les professionnels qui utilisent ou plutôt qui valident et qui choisissent les produits connaissent en fait la réglementation, les risques chimiques, la protection qu'il faut utiliser pour les professionnels et pour l'environnement. L'objectif aussi, ça va être 2 choses, c'est de s'intégrer dans le PNSE 4, donc je viens juste de vous évoquer et de s'intégrer plutôt dans l'approche une seule santé qu'on entend depuis quelques années maintenant. Alors, quelles thématiques vont être abordées? Donc, vous allez avoir des thématiques de réglementation sur les micro-organismes et les désinfectants, un peu d'efficacité, et beaucoup aussi d'informations sur la prévention des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. C'est une formation qui dure 7 heures pour le certibiocide désinfectant. Et donc, ce certificat à l'issue de la formation est individuel et il sera valable pendant 5 ans. Donc, qui sont les professionnels concernés? Là, je ne vais pas vous détailler exactement les définitions, mais vous aurez les acquéreurs, donc plutôt les professionnels qui vont signer des bons de commande, des directeurs d'achat, directeurs d'EHPAD notamment. Les décideurs, donc ça va être des personnes qui vont en fait rédiger par exemple des protocoles avec l'utilisation de produits biocides. Donc les hygiénistes sont plutôt considérés dans cette partie, dans ce type de professionnels. Et les distributeurs qui, eux, sont en fait les industriels, donc là qui ne vont pas nous concerner, mais ils vont avoir pour obligation de passer ce certibiocide
Et ils auront également en fait aussi interdiction de vendre ces produits à des personnes n'ayant pas le certibiocide au niveau local dans les hôpitaux ou même dans les EHPAD, etc. Donc c'est pour ça que c'est assez contraignant et vous vous posez beaucoup de questions parce que c'est quand même une réglementation qui est assez exigeante. Donc voici pour les professionnels concernés et donc les produits désinfectants concernés. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les TP2, donc qui sont les produits non destinés à l'hygiène, enfin aux êtres vivants. Donc c'est plutôt tout ce qui va être surface, air, eau aussi également. Les TP3 pour l'hygiène vétérinaire, donc ça ne nous concerne pas trop. Et les TP4 pour les produits qui seront en contact direct avec l'alimentation. Donc, comment faire la démarche? Là, vous avez le lien pour aller sur l'application Certibiocide. Donc, vous allez pouvoir vous connecter, créer un compte. Vous allez pouvoir rechercher une formation. Donc, ça va être une préinscription. Et au moment de cette préinscription, vous allez ensuite contacter l'organisme formateur pour valider cette démarche administrative et pouvoir assister à la formation. Et j'ai fini pour cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci Charlotte pour cette présentation là, qui nous permet de bien resituer la réglementation biocide dans un contexte européen et national, ainsi que les objectifs et les modalités de la formation certibiocide. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main ou les écrire dans le chat de conversation. Je sais pas, Charlotte, effectivement, il y a une question. Quelqu'un demande à ce qu'on remette le lien de la dernière page. Donc voilà, c'est sur Google, hein, vous tapez Certibiocide, vous allez tomber sur le site du ministère Développement durable. Et puis ensuite, je ne sais pas si tu vois, il y a une question sur l'obligation de présenter le Certibiocide pour les achats. Ouais, en fait, c'est donc par exemple aux Hospices civils de Lyon, pour qu'un industriel puisse vendre ses produits, il faudra en fait que les hospices présentent les certibiocides, enfin les certificats des certibiocides qui auront été validés par des professionnels compétents pour l'achat en tant que décideur ou acquéreur. Voilà. On souhaiterait récupérer le contenu de la formation certibiocide si vous l'avez SVP. Alors oui, on l'a. Ce que vous pouvez faire également, c'est sur le site Certibiocide, vous avez en fait tout le déroulé. On pourra peut-être vous le faire passer, hein, c'est disponible sur le site du gouvernement, de tout le détail de la formation en termes d'horaire, donc tant d'heures, tant de minutes sur telle partie, ainsi que les éléments à introduire dans les diaporamas et également pratiquement le nombre de diaporamas sur chaque thématique à introduire en fait dans la formation. Donc si vous voulez, ça, on pourra vous le faire passer. Les contenus de formation sont les mêmes en fait hein, pour tous les organismes parce qu'ils sont imposés entre guillemets par le site du ministère de l'Environnement. Et c'est pour ça, comme le disait Charlotte, si vous allez cliquer sur Certibiocide et si vous vous inscrivez, vous allez avoir accès à tout ce contenu. Que dites-vous du traitement des effluents? Je ne suis pas certaine de comprendre la question si la personne veut se manifester pour préciser un petit peu. Monsieur Emery. Est-ce qu'il y a un lien entre certibiocide et traitement des effluents ou je ne suis pas sûre d'avoir bien capté la question. Je vous ouvre le micro, Monsieur Emery, si vous voulez.
Si on parle du certibiocide, c'est vraiment les produits biocides qui vont en fait être utilisés au quotidien avec en fait, dans des services où il y a du public qui est reçu. C'est pour ça que le certibiocide en fait doit être passé dans les hôpitaux, dans les cabinets libéraux. C'est parce qu'il y a du contact avec du public et donc on est vraiment sur cette partie-là pour les certibiocides. Les effluents de produits biocides doivent être traités dans une filière et non rejetés dans les eaux usées. Oui, ça fait partie des Je, éléments qu'on nous je, transmet en fait lors de la formation certibiocide. je, vous m'entendez? Oui. Ah, ça y est. Oui, effectivement, cette partie-là est évoquée dans les formations. Je connais peu d'installations où les effluents sont traités dans des filières et on rejette tous nos produits biocides dans les eaux usées, malheureusement. Et les stations d'épuration, bien sûr, sont impactées avec ces rejets. Voilà, je ne sais pas ce que vous envisagez, vous conseillez pour être en accord avec cette réglementation qui est un peu, j'allais dire, drastique pour nombre d'établissements. Est-ce que vous avez passé le certibiocide et vous avez eu cette information, c'est ça? Ah oui, oui, j'ai passé les différents certibiocides, puisque en tant que décideur, on est obligé de les passer. Mais c'est vrai que quand on voit cette réglementation, on se dit que c'est en décalage avec la réalité du terrain quand même. Oui, c'est ce qu'on a pu voir, parce qu'on l'a passé nous aussi le certibiocide avec Karen Van Kotsem. Il y a quelques points de réglementation. On se posait des questions en fait sur l'applicabilité sur le terrain et dans les hôpitaux ou même dans les cabinets libéraux, hein, tout simplement. Donc c'est des choses aussi que nous, il fallait qu'on revoie aussi en interne suite à cette formation, parce que en application sur le terrain, ça semble assez compliqué. Mais si c'est la réglementation, il faudra peut-être s'y conformer. Mais bon, on reviendra vers vous par rapport à ce point. Vous avez un guide déchets du ministère qui est en cours de réécriture. Le tome 1 sur les déchetteries devrait sortir incessamment sous peu. Le tome 2 concernera les déchets chimiques. Effectivement, on attend aussi ce guide déchets pour voir ce qu'on va nous dire sur le déchet chimique et les effluents chimiques. Alors, le but du certibiocide, c'est évidemment de nous dire d'en utiliser moins, de façon à avoir effectivement moins de rejets dans les effluents. Et c'est des choses qui sont de plus en plus contrôlées aussi maintenant par les ARS, hein, les rejets d'effluents des établissements de santé. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus et la réglementation est toujours celle qu'on connaît. Je vous propose de poursuivre. Christine, on va te laisser la main sur le partage d'écran. Donc, Christine Barreto qui va nous présenter un peu plus en détail la norme EN 14885 de juillet 2022. Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez quand même passer les diapos parce que j'ai une connexion assez fragile, donc je pense que c'est plus sûr. Alors, pendant ce temps-là, je peux déjà me présenter. Christine Mareto, donc moi je suis pharmacien de formation, je suis donc praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon sur le groupement Est. Donc hygiéniste depuis quelques années donc au niveau des établissements. Voilà, merci beaucoup. Donc, effectivement, on m'a demandé de vous parler du système normatif français en ce qui concerne donc, les désinfectants. Donc, par définition, la norme cadre qui s'appelle NFEN 14885. C'est un sujet qui peut être un petit peu technique et un petit peu sec dans l'ensemble, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé. Donc, il y a effectivement beaucoup de points qui sont importants à se connaître pour savoir que vos produits que vous aurez déjà choisis d'un point de vue réglementaire, comme vous a expliqué Charlotte, avec tous les risques chimiques dont on parle la formation donc certibiocide, soit aussi efficaces que vous les souhaitez. Aussi efficace que souhaité parce que plus on monte dans des gammes efficaces, plus il y a aussi la toxicité à prendre en compte. Donc, c'est le choix, effectivement, quelque chose qui n'est pas toujours aisé sur ce sujet-là.
Donc, merci beaucoup. Donc, les désinfectants. Qu'est-ce qu'il y a à normer sur un désinfectant? Donc, la réglementation vous dit quel produit peut être mis sur le marché, comme a expliqué Charlotte, en fonction des substances actives et des excipients. Les seules normes au niveau des désinfectants vous parlent de l'efficacité. Donc là, l'efficacité antimicrobienne sur tout ce qui est détergent, il n'y a aucune norme qui vous dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, c'est effectivement uniquement sur l'efficacité antimicrobienne que vous avez un nombre important de normes. Alors, qu'est-ce qu'une norme? Une norme elle-même est une méthode standardisée pour évaluer l'activité d'un produit de manière identique, donc toujours de la même manière. Donc, ça rentre ensuite beaucoup dans le détail, quel que soit le pays d'essai ou quel soit le laboratoire qui fait l'essai. Donc, pour les normes, vous avez toutes les familles de micro-organismes qui sont concernées, celles qui sont concernées effectivement par les désinfectants, celles qui peuvent être détruites par des désinfectants, sur les différents usages. Donc, on va en prendre les trois plus grandes catégories ensuite, qui viendront, les mains, les DM et les surfaces. Il y aura aussi d'autres qui sont un petit peu plus secondaires. Et cette norme décrit de façon très très précise donc les conditions d'utilisation différentes des produits qui sont à utiliser purs ou dilués, à froid ou à chaud, qu'ils soient détergents, désinfectants ou pas. Donc tous ces détails sont donc décrits dans les normes. Et donc il y a un certain nombre de choses à savoir pour pouvoir ensuite faire les bons choix. Si je peux avoir la prochaine, merci beaucoup. Donc, le système normatif, il y a un nombre important de normes qui parlent de désinfectants. On n'a qu'à aller sur l'AFNOR. Donc, vous avez la boutique AFNOR, ça s'appelle, dans laquelle vous trouverez tous les titres avec les contenus, mais juste en fait les titres des normes. Après, il va falloir les acheter, malheureusement, qui sont assez chers. Et il y a cette fameuse norme NF pour la version française, EN parce qu'elles sont aujourd'hui quasiment toutes européennes. Donc 14 885, qu'on peut aussi appeler la norme cadre ou la norme des normes. Donc elle remplace les versions antérieures. Donc il y a eu déjà 3 en successive, plus d'autres normes homologuées qui ont été beaucoup plus anciennes. Je les ai mis très rapidement, des années 80 ou 90, qui ne sont donc aujourd'hui plus du tout applicables, on est bien d'accord. Donc, c'est bien celle de 2022 qui est aujourd'hui applicable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une norme, elle est valable le mois où elle sort. Et donc, ensuite, surtout pour celle-ci, qui cite ensuite toutes les petites ou grandes normes, en tout cas les normes plus spécifiques qui en suivent derrière, elle n'est pas exhaustive pour ce qui va venir. Donc, vous avez depuis 2022 au moins 2, 3, 4 du domaine médical qui sont sortis, qui ne sont pas cités dedans, mais qui s'insèrent au fur et à mesure et qui seront donc cités dans la version future, la nouvelle version future de 14 885. Donc, c'est quelque chose où il faut systématiquement soi-même se mettre à jour et pas se reposer uniquement sur la dernière version publiée. Alors, qu'est-ce qu'une norme et quelle obligation elle représente? Est-ce que vous, juste, excusez-moi, remonter une seule fois? Oui. Voilà, merci. Alors, elle doit servir de base, donc les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux, et surtout la norme par nature et d'application volontaire. Donc, ce n'est pas une réglementation. Une réglementation peut rendre l'application obligatoire pour tout ou partie d'une norme, mais elle n'est pas automatiquement obligatoire. Donc, vous pouvez tout à fait, donc il y a quand même une marge de manœuvre qui est importante à connaître et ensuite importante à connaître pour le choix à faire derrière. Donc, ensuite, c'est un consensus au sein d'un organisme de normalisation. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Ce qui est important aussi à savoir, avant de passer à la suivante, c'est que cette norme, elle part aussi bien des désinfectants que des antiseptiques. Donc, elle régit des deux dans la mesure où les deux peuvent être des biocides. Ou en tout cas, dans la mesure où les deux peuvent être concernés. Alors, celle-ci, toujours la 14 885,
Elle spécifie les normes européennes auxquelles le produit doit se conformer afin de soutenir les revendications d'activité microbicide auxquelles il est fait référence. Donc ça, c'est le choix du fabricant. C'est important à se dire. C'est le choix du fabricant qui dit « je veux couvrir tel ou tel micro-organisme ». Donc, ensuite, dans la norme, sont donc revendiqués tous les micro-organismes suivants, les bactéries végétatives, les spores, les levures, les champignons, les virus. Voilà, si on peut passer à la suivante. Alors, dans quel domaine d'application elle est valable? C'est important aussi. Il y a 3 grands domaines qui sont le domaine médical qui me concerne, surtout le domaine vétérinaire qui nous concerne, en tout cas pour ma partie, pas du tout, et les secteurs agroalimentaires, industriels, domestiques et collectivités qui est un petit peu à marge entre les deux, à savoir que domaine médical, il y a tous les services dans lesquels on peut procurer des soins. Donc, bien sûr, les hôpitaux, les établissements médicaux, les centres de soins dentaires, etc., les laboratoires, mais aussi les infirmiers, l'infirmerie d'école, jardin d'enfants et crèches, et aussi les services de blanchisserie et de cuisine hospitalière. À la limite, donc, effectivement, du secteur agroalimentaire, industriel, domestique et collectivité, qui a des normes différentes, on va voir après. Donc, ça peut être aussi des établissements de restauration dans lesquels on n'a pas de vocation de soins, d'hospitalière. Donc, ça, c'est important à distinguer les uns des autres. Voilà, qu'est-ce que je peux avoir la suivante? Merci beaucoup. Alors, une architecture des normes. On rentre dans le vif du sujet, donc c'est pas quelque chose qui est évident à comprendre au départ. Donc, l'architecture des normes de désinfectants et d'antiseptiques est sur 3 phases. Donc, vous avez phase 1, 2, 3. La première phase démontre tout simplement l'existence d'une activité dans les conditions les plus favorables au produit. C'est-à-dire, pour faire assez simple, vous prenez un tube d'essai, vous mettez quelques bactéries dedans, vous mettez les désinfectants, vous regardez ce qui se passe. Donc, c'est à ce jour, elles étaient utilisées dans les dizaines d'années antérieures. Donc là, vous avez 3 exemples. À ce jour, elles ne sont plus utilisées, plus revendiquées, donc elles ne sont plus suffisantes en elles-mêmes. Celles qui sont vraiment aujourd'hui utilisées, ce sont les normes d'application phase 2. Donc, vous avez 2 étapes ensuite, 1 et 2. Donc, les phases 2 se reproduisent pour chaque usage. Donc, elles sont très différentes selon qu'on les applique sur les mains, les DM, etc. Dans les conditions qui sont proches des conditions réelles d'utilisation. Par exemple, des normes sur les mains sont faites sur les mains. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Étape 1, essai in vitro, mais représente quand même l'utilisation. Et étape 2, modélise vraiment un usage. Donc, pour un usage sur les mains, c'est vraiment des choses qui sont faites sur les mains. Pour instruments en trempage, c'est fait en trempage, etc. L'essai de phase 3, c'est l'avenir. Donc, ce sont des essais de terrain qui sont réalisés en conditions pratiques. À ce jour, on n'en a pas encore. Elles vont potentiellement sortir assez rapidement. On ne sait pas exactement, mais ça, c'est des choses qui seront encore plus adaptées et qui seront donc potentiellement encore plus difficiles à passer pour les fabricants. Alors, juste reprendre rapidement un petit peu la classification de Spalding. Donc, vous avez, on va dire à peu près alors, les bactéries végétatives qui sont le premier niveau à passer. Donc, c'est, on va dire, la base. Donc, des infections de bas niveau, vous avez en gros les bactéries végétatives et les virus enveloppés. On s'était posé beaucoup de questions pendant le Covid. Est-ce que tous nos désinfectants de bas niveau sont virucides sur les virus enveloppés dans le Covid? Oui, finalement, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est les champignons donc, type moisissure, les virus nus, ce qui est déjà bien plus compliqué, et les mycobactéries. Donc là, vous rentrez déjà dans des infections du niveau intermédiaire. Et ensuite, pour les spores bactériennes, il faut donc une désinfection de haut niveau ou une stérilisation. Voilà, si je peux avoir la suivante, merci beaucoup. Alors, quel micro-organisme? Donc, on va finalement en domaine médical. Donc là, je ne parle pas des collectivités, encore moins du domaine vétérinaire.
on va retrouver toujours plus ou moins les mêmes germes qui ont été choisis à un moment donné pour être les plus représentatifs de ceux qui sont les plus difficiles à détruire. Donc, je ne vais pas vous les énumérer parce que c'est plus facile à lire. Donc, effectivement, pour les bactéries, on en retrouve toujours 3 ou 4. Pour les tuberculoses, mycobactéries, il y en a 2. Pour les levures et pour les contaminations fongiques, il y en a aussi 2 qui sont toujours les représentants de toute leur classe. Ensuite, pour la virucidie, on vous en reparlera un petit peu plus dans les exemples, mais à ce jour, il y a maintenant 3 niveaux d'activité différentes possibles qui sont au plus bas uniquement les virus enveloppés. Donc là, vous allez trouver virus de la vaccine sur vos étiquettes ou sur vos normes. Vous avez quelque chose qui est un petit peu intermédiaire, adénovirus, norovirus seulement, et activité virucide complète qui n'est pas facile à avoir pour tous les produits sur polio, adéno, noro. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à regarder si vous voulez vraiment être démuni, si vous voulez être actif contre tous les virus. À savoir que adéno, noro, donc on est bien dans les virus, les gastro-entérites, qui sont effectivement des virus qui peuvent facilement créer des épidémies. La sporicidie, la chose la plus compliquée à voir, donc à ce jour, on a quand même les spores qui nous posent le plus de problèmes, les bactéries qui font les spores les plus posant problème en clinique, Clostridium et Bacillus, notamment les Cereus. Voilà, ouais, exactement. Alors, le grand principe d'une norme, comment ça fonctionne? Donc, on veut évaluer l'efficacité des produits désinfectants sur les différents micro-organismes qu'on a vus juste auparavant. Donc, c'est des souches de référence, donc très, très précises, avec, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'est avec des codes ATC derrière. Donc, on sait exactement sur quelle souche le laboratoire doit travailler. La température est généralement 20 degrés, sauf si on est en chimico-désinfection, mais généralement, on est quand même plus sur le 20 degrés. Le temps de contact, qui est une donnée très, très importante, parce que si vous avez un temps de contact très long qui ne correspond pas à votre activité clinique, ça pose problème. Un autre élément qui est très important, et vous allez avoir quelques exemples derrière, c'est est-ce qu'on travaille en conditions de saleté ou en conditions de propreté? On va avoir un exemple juste derrière. Et ce qui aussi définit bien sûr dans les normes, c'est combien de logs on veut réduire, de combien de logs on veut réduire notre contamination initiale, bactérienne, virale, etc. Sachant qu'à ce jour, on est sur une réduction de 5 logs sur quasiment toutes les bactéries, sauf les mycobactéries, et sur la majorité des autres germes, plutôt sur 4 logs. Voilà. Alors, conditions de propreté ou de saleté, c'est quelque chose qui est très important parce on a pas mal de jeux, en tout cas pas mal de discussions sur ce domaine. Si vous allez avoir un produit actif en tant que détergent désinfectant, vous êtes en condition de saleté. Donc là, vous êtes sur la deuxième. Qui donc définit d'une certaine manière. Si effectivement vous êtes sur quelque chose qui gère préalablement nettoyé, donc ça peut être une surface et surtout les dispositifs médicaux, donc vous devrez avoir un niveau faible, donc là effectivement c'est défini d'une certaine manière avec de l'albumine. La condition de saleté qui est donc la deuxième, vous voyez tout de suite, il y a 10 fois plus d'albumine et en plus, il y a une quantité importante de globules rouges de mouton qui a été rajoutée pour simuler une condition de saleté en conditions cliniques réelles. Voilà, merci. Effectivement, j'ai vu passer la suivante. Alors, comment en pratique ça fonctionne? Je vous ai dit la majorité des phases 2, étape 1 sont faites en tube à essai. Donc, comment ça fonctionne? Vous prenez une solution normée de bactéries. Donc, vous savez exactement quel type de bactéries et quel nombre de bactéries il y a initialement dans la solution, avec une certaine contamination, donc très normée. Et vous mettez, je fais simple, vous mettez le désinfectant à un moment donné.
diluez, vous neutralisez, vous attendez un temps très très défini, à quelques secondes près, hein. Vous filtrez, vous incorporez ça dans une gélose pour avoir de bonnes conditions de pousse, et ensuite vous dénombrez des bactéries qui sont survivantes. Donc, sur les bactéries, effectivement, il faut au minimum une réduction de 5 logs, généralement au moins de 5 minutes, ça c'est ce qu'on va un petit peu après. Voilà, ensuite on a l'exemple d'une phase 2, étape 2, donc plus proche des conditions réelles d'utilisation. Donc ça c'est la fameuse norme 16615, on la verra après, sur les lingettes, donc un produit appliqué sur une lingette, généralement sur les surfaces. Vous avez de nouveau votre mélange, vous laissez un dépôt, un séchage. Vous avez plusieurs surfaces de taille très définie, avec une taille de lingette très définie. Vous la passez d'une certaine manière dessus. Vous attendez de nouveau le temps de contact, vous écouvillonnez ce qui est resté, vous mettez dans le tube à essai avec un bouillon, vous mettez dans une gelose, vous attendez un temps défini et vous dénombrez. Donc finalement, la fin est un petit peu la même, c'est juste le début d'application qui est un petit peu différent. Pour la suivante, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, j'ai fait 3 diapos surtout sur les grandes applications main, ensuite dispositifs médicaux et surface, parce que c'est les principales, hein. Donc, vous allez voir, alors c'est à premier abord un petit peu difficile, mais je vous ai dit, hein, donc effectivement, à ce jour, toutes les normes vraiment utilisées sont de phase 2. Donc, vous avez phase 2, étape 1, donc je les ai laissées en noir. Phase 2, étape 2, donc celles qui sont plus proches des conditions d'application, qui sont en orange. Donc, en obligatoire, en friction hygiénique des mains, finalement, vous n'avez que la bactéricidie et la levuricidie, selon la norme qu'on a citée. Important à savoir. Donc, si vous dites, ça n'est pas suffisant pour moi, parce que dans mon hôpital, je veux quand même une activité virucide, eh bien, il faut le décrire dans votre cahier des charges. Donc, vous pouvez tout à fait demander une tuberculosidie, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez surtout demander une virucidie, avec un des 3 niveaux qu'on a vu auparavant. Et très récemment, on a aussi donc sur la friction hygiénique des mains, une nouvelle norme qui est sortie en 2024, donc il n'est pas dans la norme 14 885 de 2022, qui mime de nouveau comment ça se passe vraiment sur des mains de volontaires sains. À savoir que pour la friction hygiénique des mains, c'est 30 à 60 secondes, donc regardez bien ce qu'on vous propose, hein. 60 secondes, ça ne correspond peut-être pas vraiment en pratique dans vos services. La friction chirurgicale des mains, vous avez les mêmes normes obligatoires initiales, il y a une norme spécifique pour la DCF, et ensuite, vous avez le temps d'application selon la norme de 1 à 5 minutes. 5 minutes, c'est peut-être pas tout à fait ce qui correspond à vos pratiques dans vos établissements. Donc, on va passer aux dispositifs médicaux qui sont appelés instruments dans la norme cadre. Donc, désinfection des instruments. De nouveau, obligatoire. C'est que vous avez, obligatoire et additionnel. Vous avez en noir les phases 2, étape 1, donc les assez généralistes, et en vert, celles qui sont vraiment faites pour les dispositifs des instruments en trempage, parce que ça a été défini comme ça. Donc là, on peut avoir conditions de propreté ou saleté. Donc c'est très important à regarder parce que si vous n'avez pas une étape de décontamination ou de pré-désinfection déjà auparavant, eh bien, choisissez bien. Donc votre condition de propreté ne sera pas suffisante. À savoir que, donc, de nouveau, la virucidie n'est pas forcément obligatoire. Donc, il faut bien la décrire dans vos cahiers de charges. Et on peut faire jusqu'à 60 minutes des essais. Est-ce que ça correspond vraiment à la pratique clinique? À se questionner de nouveau. On va passer aux surfaces, où finalement le jeu est un petit peu le même. Donc, pour les surfaces, vous avez donc des normes qui fonctionnent sans action mécanique, donc un petit peu en trempage, ou avec action mécanique, donc c'est vraiment à tout ce qui est application avec les lingettes, avec la fameuse norme lingette, la 16615. Donc là, je vous ai mis de nouveau les noirs phase 1, les bleus donc, qui sont sans action mécanique, les rouges avec action mécanique. Donc j'espère que c'est à peu près lisible, mais je pense qu'il faut surtout les ressortir dans un deuxième temps. De nouveau, faire très attention à savoir si c'est passé en condition de propreté ou de saleté.
Alors là, la norme, elle dit qu'il faut un temps de contact de 5 minutes si vous avez un contact patient, 15 minutes pour les sports, parce que c'est quand même bien plus compliqué à détruire, maximum 60 minutes pour les autres surfaces. Donc, de nouveau, regardez bien en fonction de vos impératifs de service. On peut, si on veut, compléter l'action avec la DSVA, donc désinfection des surfaces par voie aérienne, avec une norme qui est aussi relativement récente, qui remplace la dernière norme française qu'on avait encore il n'y a pas très longtemps. Je vais passer rapidement donc, vers la fin. Alors, quand vous choisissez un produit ou quand vous passez à l'étape appel d'offres, il faut tout d'abord définir vos besoins. Donc, quel type d'établissement êtes-vous? Est-ce que vous êtes un hôpital, un EHPAD, pharmacie, cabinet de ville, etc. Donc, quel type de contamination pouvez-vous trouver? Quel est le type d'activité clinique que vous avez? Est-ce que vous avez de l'hématologie? Dans quel cas vous avez peut-être intérêt d'avoir vraiment beaucoup de produits efficaces aussi sur les moisissures, tout en regardant la toxicité des produits. En réa, en endoscopie, on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes d'efficacité. Et ensuite, c'est peut-être plus sur la toxicité qu'il faut regarder si vous avez des services de pédiatrie, néonat, AMP, etc. Alors juste entre deux, hein, ça reste des produits chimiques qui ne sont pas sans effet secondaire, donc parfois on n'a pas besoin de désinfecter, et parfois aussi des moyens un petit peu moins chimiques, la vapeur, les UV, si on veut ne pas utiliser trop de chimie, c'est peut-être l'avenir, c'est l'avenir qui nous le dira. Je crois qu'il y a encore 2 diapos et après j'ai terminé. Donc, alors, juste rapidement, qu'est-ce qu'il faut demander aux fournisseurs? Vous avez besoin d'un fiche technique, mais assez souvent, elle n'est pas assez spécifique sur le petit détail que je viens de vous citer. Vous avez besoin évidemment de la composition, hein, aussi pour éviter ou connaître tous les produits qui peuvent éventuellement causer des allergies à certaines personnes. Si vous avez les formules centésimales, c'est mieux. On n'arrive pas toujours à l'avoir. FDS, fiche de données sécurité obligatoire, bien sûr, et les données sur les normes d'activité minimum sur la fiche technique. Si vous avez les rapports d'essai, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours facile à lire, je le conçois bien, et surtout c'est très, très épais et très chronophage à lire. Et que je crois que j'ai terminé, je vous ai juste mis les références pour les derniers guides qui parlent vraiment de cela au niveau de la SF2H et Prodibase qui n'est la seule base de données francophone à ce sujet à ce jour, qui n'est pas 100% à jour, mais qui a toujours le mérite d'exister aussi sur des pages qui sont assez pédagogiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et suis prête aux questions s'il y en a. Oui, merci Christine pour cette présentation un peu plus détaillée là, de cette norme N14885. Et oui, nous avons des questions, plusieurs questions dans la conversation. On a monsieur Marc Philippot qui nous demande si quand on nettoie une surface, donc pour la désinfection des surfaces hautes, si on peut faire un seul passage de produit désinfectant seul sans détergent préalable, à condition que le produit réponde aux normes de désinfection en conditions de saleté. Alors, si c'est en condition de saleté, j'espère que j'ai bien compris la question, mais il me semble que oui, si c'est en condition de saleté, bien validé comme il faut sur l'ensemble des normes. Donc là, il faut vraiment regarder chacune, hein, la bactéricidie, la virucidie, le virucidie, etc. Phase 2, étape 1, phase 2, étape 2, vous avez bien compris. Donc, si c'est bien validé sur tout ce que vous souhaitez en condition de saleté, c'est suffisant. À savoir que généralement, on dit toujours, hein, si on nettoie d'abord et on désinfecte après, c'est encore plus efficace, mais très souvent, on manque quand même de temps de nos jours. Donc, je pense que généralement, on a plutôt des détergents désinfectants. Et donc, deuxième question de monsieur Philippot. Pour un désinfectant spray prêt à l'emploi ou un désinfectant qu'on va appliquer avec une lavette ou un carré de sillage, est-ce qu'il faut respecter la norme de désinfection avec l'action mécanique? Oui. Oui, pour les deux, si j'ai bien compris la question. Oui, oui, pour les deux, oui. C'est des exemples qu'on va avoir juste après, hein, dans la présentation d'après, justement. Oui, dans des cas concrets qu'on va vous présenter. Et donc, pour madame Delattre, le numéro de la norme, voilà, 17272 pour la DSVA en norme européenne. Oui, pardon, j'ai pas compris la question. Non, on voulait juste le numéro de la norme de DSVA parce que la diapo était passée un peu vite, donc on a reprécisé EN 17272. Ah oui, parfait, merci.
Alors, perso, j'ai un a priori très négatif sur la DSVA depuis que je pratique. Quel est votre avis? Ah, quel est mon avis sur la DSVA? Oui, il faut toujours se dire que la DSVA ne peut jamais fonctionner seule parce que nous, en dehors de la norme, etc., bon, on a quelques expériences pratiques. Donc, la DSVA peut être un bon plus. C'est pour ça que je l'ai mis en plus, c'est-à-dire sur des surfaces qui sont déjà nettoyées au préalable. Et ensuite, si on a des endroits un petit peu difficiles d'accès, ou alors je sais aussi que c'est utilisé en pharmacie, dans les préparations stériles, donc pour décontaminer des matériaux en sachet, etc. Ça peut être un plus. Ce qu'il faut savoir à chaque fois, c'est si par exemple on veut passer entre des sachets de matériel, il faut vraiment pas trop les empiler, donc il faut laisser de la place. En plus, les sachets, bon, ils sont dans la partie papier, donc on peut effectivement utiliser la DSVA, on peut difficilement, généralement, utiliser un produit liquide parce qu'il va abîmer le papier. Donc nous, ça nous arrive de l'utiliser en plus, mais en faisant vraiment, en insistant sur le fait que ça ne remplace pas l'action mécanique des désinfections, de nettoyage et de désinfection. Ok, alors ensuite, une question de Monsieur Philippot. Donc finalement, dans quelles conditions un désinfectant de surface chaude en EHPAD n'a-t-il pas besoin de répondre aux normes avec action mécanique? Plus difficile. Alors, en EHPAD, je ne l'ai peut-être pas dit très très clairement au départ, en EHPAD, on peut faire la distinction entre toutes les zones qui sont finalement les zones médicales, qui nécessitent une désinfection médicale, et dans une ancienne norme, d'ailleurs, il est écrit très clairement que toutes les halls d'accueil, etc., dans laquelle on ne fera pas de soins, peuvent être des normes de collectivité que je ne l'ai volontairement pas citées aujourd'hui parce que ça faisait trop. Après, effet mécanique, alors il faut dire que les normes de lingettes sont sorties plus tard, hein. Donc des anciens produits ont encore des normes, ce qu'on appelle de trempage, même si on ne détrempe pas les surfaces. Donc je serais un petit peu moins regardante là-dessus, mais après il faut voir au cas par cas. Ou il faut regarder un petit peu plus en détail. On peut en échanger après si nécessaire aussi. Et puis, merci Christine. On a Madame Tourlonias qui nous dit bonjour. Est-ce que vous avez une question? On va laisser Madame Tourlonias revenir vers nous au besoin. Merci Christine. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec cette troisième partie pendant laquelle nous allons vous présenter donc cette fiche repères normes et désinfectants que vous pouvez retrouver sur le site du CEPIAS ARA et qui va nous permettre en fait de nous aider à choisir un produit désinfectant. Donc, comme vient de le préciser Christine, donc le système normatif des désinfectants et relève de 3 domaines d'implication. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais en détail puisque ça vient d'être fait. Donc, on a bien un domaine vétérinaire, un domaine tertiaire et le domaine médical. Voilà. Et ce qui différencie donc les normes, les attendus de ces 3 normes, c'est les micro-organismes qui vont être testés, à la fois avec les conditions de test, donc on l'a déjà vu, mais qui reprennent la température, le temps de contact et les conditions de propreté et de saleté. Et tout ça dans le but d'intégrer les spécificités des lieux de chaque domaine. Donc, par exemple, pour ce qui est de tester de la virucidie, dans le domaine vétérinaire, on va utiliser comme micro-organisme le parvovirus porcin, alors que pour tester le micro-organisme retenu pour le domaine médical va être plutôt un norovirus ou adénovirus, par exemple. Donc, pour chaque produit, il est intéressant du coup d'obtenir donc la fiche de données sécurité. C'est un document établi par le fournisseur et qui va nous informer sur les dangers liés à l'utilisation du produit. Et
obtenue plutôt du fabricant, donc le dossier scientifique complet et la fiche produit, qui vont nous permettre d'évaluer les conditions d'utilisation du produit que l'on aura choisi. Donc, pour le domaine médical, il est donc obligatoire de choisir un produit répondant aux normes médicales utilisables en médecine humaine. Et c'est pour cela que donc, la fiche repère a été présentée sous forme de tableau qui reprend bien les 3 domaines d'application. Donc, un exemple en pratique, vous avez besoin de produits sporicides pour désinfecter des chambres de patients qui ont des diarrhées à Clostridioides difficile. Le fournisseur va vous proposer un produit, il va vous dire que c'est sporicide, et quand vous allez regarder dans le tableau, vous allez vous apercevoir que la norme de sporicidie revendiquée par le produit est une norme de sporicidie en milieu tertiaire. Donc voilà, vous avez ici le petit tableau. Donc, dans notre fiche, vous avez un recto verso, hein, une face avec le domaine médical et l'autre face avec le domaine tertiaire et vétérinaire. Et donc, effectivement, il nous faut bien, si vous êtes dans un secteur médical, un produit sporicide du domaine médical. Et donc, c'est-à-dire pour un produit actif sur Clostridioides difficile, et bien, revendiquant au moins la EN, donc les EN, pardon, sporicides du milieu médical, c'est-à-dire la EN 1726 et la EN 17846, donc une phase 2 étape 1, une phase 2 étape 2, voilà. Alors on voit que pour le tertiaire, la différence, c'est que vous avez la EN 13704 qui demande 3 logs de réduction. Cette norme a été passée sur du Bacillus subtilis, alors que pour le domaine médical, la différence qui est quand même importante, c'est qu'on a un log de plus, c'est-à-dire qu'il va falloir être 10 fois plus actif sur ces spores et qu'en plus, on a une sporicidie qui est sur le Bacillus cereus, le Bacillus subtilis, mais également le Clostridioides difficile, qui est la bactérie sporulée qui va nous intéresser le plus dans le milieu médical. Sur la phase 2, étape 2, pour la sporicidie, on voit que la EN 17846 ne se fait que sur le Clostridioides difficile, toujours avec 4 logs de réduction. Donc attention dans le choix de vos produits. Si vous êtes dans un milieu médical, effectivement, il faut bien vérifier que vos normes soient bien celles du domaine médical, utilisable en milieu hospitalier et non celles du tertiaire. C'est une petite différence, mais qui peut avoir son importance sur le terrain. Alors maintenant, si nous revenons sur ces différentes phases et étapes pour obtenir les normes, on va les redétailler un petit peu comme elles sont présentées dans la fiche. Donc, on a bien une première phase qui correspond à une norme de base et qui consiste à mettre en relation, donc dans un tube ASM, mettre en contact le micro-organisme avec le produit à tester sans substance interférente. Donc, cette norme de base de la phase 1, elle est commune aux 3 domaines d'application. Donc, on ne va pas s'y intéresser. Après, on a une deuxième phase qui, à son tour, est décomposée en 2 étapes. Cette deuxième phase, c'est une norme d'application. Elle se réalise également dans un tube à essai. Donc, on va mettre de nouveau en contact le micro-organisme avec le produit à tester, mais on va ajouter des substances interférentes. Christine l'a bien précisé tout à l'heure, donc en plus ou moins grande quantité pour obtenir des résultats de conditions de propreté ou de saleté, pour simuler finalement un milieu souillé. Et enfin, on a cette deuxième étape de la phase 2 qui, elle, va nous renseigner sur le comportement du micro-organisme après séchage en essayant de modéliser l'usage des produits testés. Donc, on va prendre quelques gouttes de la substance obtenue au cours de l'étape 1 que l'on va faire sécher sur une lame. Et cette lame, on va la désinfecter, enfin la tester avec le produit. Donc, en fonction de la finalité d'utilisation du produit testé. Donc, si je teste un produit par immersion, je vais immerger ma lame dans cette solution. Et à contrario, si je veux tester des lingettes, je vais essuyer ma lame avec les lingettes. Donc, soit une lingette pré-imprégnée pour tester une lingette prête à l'emploi, ou alors une lingette sèche sur laquelle j'aurais appliqué mon produit. Voilà. Et l'objectif, c'est de produire une action mécanique et de modéliser l'usage du produit testé. Et nous avons également il existe donc cette troisième phase qui n'a pas de norme à ce jour. Donc pour l'instant, on ne va pas trop s'y intéresser. La validation de l'activité désinfectante, elle va dépendre de la réduction logarithmique, c'est-à-dire de la diminution du nombre de micro-organismes avant et après application du produit.
Et en termes d'utilisation, on va définir les règles d'utilisation que reprennent la dilution d'un produit, sa température, les choix de conditions de propreté et de saleté, l'action mécanique ou non, et le temps de contact, qui peut aussi être un critère de choix d'un désinfectant. Alors, pour les conditions de réalisation dont vous a parlé Christine et dont on va vous parler un petit peu ici, c'est important parce que c'est ce qui va conditionner finalement le choix de votre produit. On a parlé de la réduction logarithmique, elle est fixée par les normes. Donc, elle doit être d'au moins 3 logs, 4 logs ou 5 logs en fonction que ce soit une bactérie, une spore, un virus. Et cette réduction logarithmique, elle est importante puisque si on n'atteint pas et si le produit n'atteint pas cette réduction, il ne peut pas dire qu'effectivement il est bactéricide. Alors, généralement, bactéricide, on est sur 5 logs par exemple. Donc, c'est celle-là qui va conditionner vraiment l'activité du produit. Par contre, les temps de contact peuvent être différents. Et là, les fabricants, les fournisseurs peuvent jouer sur les temps de contact. Donc, on vous l'a dit, 60 minutes, généralement, c'est le maximum. Pour un produit, pour désinfecter une surface ou un matériel qui va être en contact direct avec le patient ou des personnels, c'est 5 minutes maximum avec 15 minutes pour la sporicidie, ce qui est un temps court pour la sporicidie. Et ensuite, le fabricant a la possibilité de tester au moins 3 concentrations différentes de son produit, mais en incluant au moins une concentration dans la plage active et une autre dans la plage inactive pour vérifier effectivement que tout va bien au niveau de la norme au niveau du laboratoire. Et enfin, les conditions de propreté ou de saleté. Les conditions de saleté sont requises pour tout produit étant utilisé sans nettoyage préalable. Et généralement, quand ces produits passent les normes en conditions de saleté, on précise que ce sont des détergents désinfectants ou des pré-désinfectants. Et le terme de désinfectant seul est plutôt présent quand le produit était testé en conditions de propreté. Donc, exemple 1. On va s'intéresser aux différents types de normes et aux phases. Par exemple, donc ça reprend la question que vous nous avez posée tout à l'heure. En pratique, j'ai besoin de lingettes désinfectantes pour désinfecter du petit matériel médical type un stéthoscope. À quelle norme doit-elle répondre? Alors, on vous l'a dit, si on reprend nos petits tableaux, la phase 1, phase 2, étape 1, étape 2 et phase 3. Les normes de phase 1, normes de base, la EN 14885 nous dit bien qu'on ne doit pas s'en préoccuper parce que ce ne sont pas des normes d'application qui se rapprochent de celles du terrain. Les normes de phase 3, c'est celles qui vont être en conditions réelles d'utilisation, elles n'existent pas. Par contre, vous avez, si vous êtes hygiéniste, de nombreuses publications, de plus en plus maintenant, où on va tester les produits en conditions réelles, c'est-à-dire les utiliser dans des vrais services sur du vrai matériel, faire des prélèvements avant-après. C'est équivalent à ces normes de phase 3, c'est-à-dire en conditions réelles d'efficacité et d'utilisation. Et donc, il va falloir se pencher sur les normes de phase 2, étape 1 et phase 2, étape 2, en sachant que quand elles existent, le produit a obligation pour revendiquer, par exemple, la bactéricidie, d'avoir passé une norme de phase 2, étape 1 et une norme de phase 2, étape 2. Donc, par exemple, mes lingettes, elles vont devoir répondre à des normes de phase 2, étape 1 et des normes de phase 2, étape 2. Donc, si je regarde dans mon petit tableau de domaine médical, je vois que pour les lingettes, et pour les phases 2, étape 1, je vais avoir toutes les normes en vert, donc de EN 13727 pour la bactéricidie, en passant par la 14348 pour la mycobactéricidie, la 13624 pour tout ce qui est fongicidie, les viricidie, et la 14476 pour les virus. Et donc, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, le EN 17126 pour la sporicidie. Puisque ce sont des lingettes, il va falloir que ces lingettes passent les normes de phase 2, étape 2 avec effet mécanique. Et donc là, on arrive sur la EN 16615 pour la bactéricidie, qui a le même numéro pour la lévuricidie, qui pour l'instant n'existe en fongicidie que pour les levures. Elle n'existe pas encore, cette norme, pour la virucidie, ni pour la mycobactéricidie. Donc, dans ces cas-là, on se contente soit de la phase 2, étape 1, mais en tout cas, la norme 14885 nous demande effectivement d'aller vérifier qu'on n'ait pas aussi les phases 2, étape 2 des dispositifs médicaux par immersion des surfaces sans effet mécanique qui étaient passés sur le produit qui imbibe ces lingettes. Et elle existe maintenant pour la sporicidie, donc la EN 17846. Donc, on a besoin d'une lingette pour désinfecter un petit matériel. Donc, je regarde la phase 2, étape 1 et la phase 2, étape 2. Et je regarde si dans ma fiche technique du produit, j'ai bien ces différentes normes qui sont citées. Donc, si on veut juste une bactéricidie, il faudra au moins la EN 13727 et la 16615
en condition de saleté si c'est une lingette détergente désinfectante ou en condition de propreté si c'est une lingette désinfectante. Notre exemple 2, j'ai besoin d'un désinfectant pour désinfecter des bronchoscopes, c'est-à-dire des endoscopes qui vont aller dans les bronches, donc pour faire des pneumos. Lors de la bronchoscopie, l'appareil peut se contaminer avec. Donc là, on réfléchit un petit peu. Quand je vais choisir mon produit, quel est le risque par rapport à mon appareil et donc de quoi j'ai besoin en termes de désinfection. Et bon, on sait que ces appareils peuvent être contaminés par des bactéries, des moisissures, des levures, des virus, mais également des mycobactéries. Je vais donc avoir besoin d'un produit bactéricide, fongicide, virucide et mycobactéricide. Alors pour la virucidie, Christine vous en a un petit peu parlé, il va être important de bien vérifier effectivement en fonction de l'utilisation de votre produit, de la problématique infectieuse que vous avez, que la virucidie est bien atteinte. Alors elle va être soit complète, c'est-à-dire que le produit va être passé sur l'ensemble des virus demandés dans la norme, le polio, l'adénovirus, le norovirus et le virus de la vaccine, ou une activité à spectre limité, le poliovirus est le virus le plus résistant aux produits chimiques dans l'environnement. Donc, si on ne veut pas aller jusqu'au poliovirus, la norme nous permet de ne passer qu'une virucidie à spectre limité, c'est-à-dire aller jusqu'à adéno et norovirus. Et puis par contre, vous pouvez avoir des produits qui se revendiquent comme étant virucides, mais qui n'ont passé une activité que contre le virus enveloppé. Et le virus enveloppé, c'est le virus de la vaccine dans la norme, donc c'est celui qui va représenter tous les virus enveloppés. Alors il faut savoir que les virus enveloppés sont les plus faciles à éliminer physiquement, alors que les virus nus sont les plus compliqués. Et donc à partir du moment où une norme passe une activité virucide complète, ça équivaut à dire que c'est virucide sur l'ensemble des virus existants. Par contre, si c'est à spectre limité ou uniquement contre les virus enveloppés, on vous a fait un petit tableau dans notre fiche repère avec des virus d'intérêt en médecine humaine. Donc, par exemple, si vous avez une épidémie de gastro-entérite, il va falloir s'assurer effectivement c'est un virus nu et donc votre produit virucide est bien au moins une activité à spectre limité sur les virus nus. Là, vous avez dans le tableau quelques exemples de virus nus et de virus enveloppés. Donc, en tout cas, si la norme nous dit c'est actif sur le polio, le noro et l'adéno, ça veut dire que ça va être actif sur tous les virus nus. Donc, un petit cas concret numéro 1, tiré de fiches existantes qu'on a pu retrouver, pour lesquelles on nous a posé des questions au niveau du CEPIAS et pour lesquelles on est intervenu en conseil. Donc, par exemple, on nous demandait est-ce que le produit sporicide qu'on vous met là en résumé, est-ce qu'il est bien sporicide dans le domaine médical? Alors, vous voyez, c'est un produit qui répond à la norme Bacillus subtilis, Bacillus cereus en EN 14347, mais on ne connaît pas les conditions d'utilisation. En tout cas, sur la fiche technique, ça n'était pas précisé. Puis, on nous dit que c'est aussi sporicide sur le Bacillus subtilis ou le Clostridium difficile selon la EN 13704. Alors, pour un en condition de propreté, pour l'autre en condition de saleté. Alors, la 14347, c'est une norme de base étape 1, donc elle ne nous intéresse pas. La 13704, c'est bien une étape 2, phase 1, mais du domaine tertiaire. C'est-à-dire que là, pour le domaine médical, ça va peut-être poser souci, puisque le domaine tertiaire, c'est bien uniquement 3 logs. Ce qui est demandé, c'est de la passer sur le Bacillus subtilis qui a été fait. Et là, ce laboratoire a également passé la EN 13704 sur le Clostridium difficile. Donc, pour le domaine médical, si on reprend le tableau du début de notre présentation, ça doit répondre à la norme EN 17126 pour la phase 1 de l'étape 2 et la norme 17846 de la phase 2 de l'étape 2. Donc, ce produit est certes sporicide, mais peut-être pas suffisamment pour le domaine médical. Alors, attention, parce que la norme EN 17846 de sporicidie est sortie récemment, c'était il y a un peu moins d'un an. Donc, tous les fabricants n'ont pas encore fait passer la norme à leurs produits existants avant cette date. Ça veut pas dire que tous les produits sporicides que vous avez actuellement qui ne répondent pas à la norme 17846 sont à éliminer ou ne plus utiliser. Voilà, vous pouvez continuer à les utiliser. Par contre, effectivement, il va y avoir des fabricants, des fournisseurs qui vont peut-être passer la 17846 plus vite que d'autres et qui vont s'appuyer sur cet argument-là pour vous vendre le produit. Et ça ne veut pas dire qu'on doit supprimer tous nos sporicides existants avant cette norme.
En cas concret numéro 2, vous avez une épidémie de gastroentérite à rotavirus, qui est donc un virus nu. On vous dit que votre produit détergent désinfectant que vous utilisez habituellement est virucide et qu'il s'utilise à 0,25%. Est-ce qu'il est adapté et est-ce que ça va me permettre de désinfecter correctement mes surfaces dans le cadre de cette épidémie? Donc, si on reprend la petite fiche technique de ce produit, donc le tableau en bleu, on vous dit que c'est actif sur les virus enveloppés en conditions de saleté à 0,25% pendant 5 minutes, que ça a une virucidie à spectre limité, c'est-à-dire pas, on ne va pas jusqu'au polio, mais on est sur les virus nus, mais que par contre, en conditions de saleté, on est à 2% en 30 minutes de temps de contact. Et pour être actif sur le norovirus, eh ben, on est entre 1 et 2% de concentration, avec 60 minutes si on est à 1%, 30 minutes si on est à 2%. Et pour l'adénovirus, 1% de concentration, avec un temps de contact de 30 minutes. Donc, ce virus peut revendiquer une virucidie, hein, sans souci. Par contre, pas à 0,25, mais bien à 2%, c'est-à-dire un dosage qui est 8 fois le dosage habituel. Et par contre, à 2%, on va être sur un temps de contact de 30 minutes. Or, on vous rappelle, une surface en contact direct avec un patient, le temps maximum doit être de 5 minutes. Donc là, oui, on est virucide, mais ça veut dire demander aux équipes qui nettoient, aux agents qui nettoient, de multiplier par 8 le dosage habituel, avec toutes les problématiques effectivement de pollution de l'environnement et du risque chimique pour nos agents, hein, avec un produit beaucoup plus concentré, et puis aussi un temps de contact de 30 minutes, ce qui est difficilement envisageable sur des surfaces pour lesquelles on va avoir des patients du matériel partagé qui passe de patient en patient et pour lequel on ne peut pas se permettre d'attendre 30 minutes. Donc, ce produit, voilà, 2% 30 minutes ou 1% 60 minutes, bah, il peut revendiquer une virucidie, par contre, pas à 0,25%. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut mieux choisir un autre produit. Et alors, vous avez des établissements qui ont des produits sporicides, qui, quand on va regarder sur la virucidie, ont une virucidie qui va être complètement adaptée à ces 5 minutes, à la concentration utile. Et donc, dans ces cas-là, certains établissements, certains hygiénistes choisissent effectivement, en cas de grosse épidémie de gastroentérite dans un service, de passer sur le produit sporicide, mais pas parce qu'il est sporicide, mais parce c'est un meilleur virucide que le détergent désinfectant utilisé habituellement. Voilà, donc on essaie de vous résumer un petit peu avec des cas concrets. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se retrouver sur nos fiches techniques de produits. En tout cas, on espère qu'avec la fiche repère du CEPIAS, vous y retrouverez un petit peu plus et on essaie de vous résumer là dans ce diaporama. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur un produit et que la fiche repère ne suffit pas. Et puis, si vous avez des questions, on peut y répondre là tout de suite. On vous écoute. On avait une question sur la microfibre tout à l'heure, un microfibré eau. Vous avez effectivement des fournisseurs qui s'appuient sur la EN 16615, qui est celle de la désinfection en phase 2, étape 2 pour l'essuyage. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de norme de détergence. On n'est pas obligé de désinfecter non plus. Et que par contre, effectivement, cette norme-là, elle nous montre que sans produit, on arrive à être désinfectant sur de la microfibre et de l'eau, et donc on ramasse énormément de choses. Donc l'intérêt n'est pas de démontrer que la microfibre est désinfectante, mais c'est juste une façon de montrer que sans produit, rien qu'avec la microfibre, on arrive à atteindre des logs de réduction qui sont équivalentes à celles demandées en bactéricidie, etc. Donc effectivement, certains fournisseurs s'appuient sur cette norme pour montrer que leur microfibre est très active et très nettoyante sur les surfaces. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver hein, sur le site du CEPIAS, le conseiller peut-être à des personnes qui n'ont pas pu se connecter. Merci à tous. Merci à Christine Barreto et Charlotte Moreau de nous avoir accompagnés dans ce webinaire. Nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir à tout le monde.